Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, et si vous nous rejoignez, eh bien j'ai le plaisir de vous présenter Dany. Pour les intimes, je peux dire Dany ou Daniel ? Ce qui t'arrange. C'est comme on veut. Bon, ok, alors Dany Azoulay. Dany, tu es directeur médical de l'hospice d'Arat Sofim. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que certains ne savent même pas qu'il existe un hospice au sein de l'hôpital Arat Sofim. C'est vrai. Parce que qui dit hospice dit malade en fin de vie et forcément, nous allons parler aujourd'hui des soins palliatifs. Les soins palliatifs, comment ça marche en Israël ? Est-ce que ça existe ? Apparemment oui. Donc, on voudrait en savoir un petit peu plus. Vous qui êtes depuis 23 ans quand même à l'hospice. À l'hospice en tant que directeur médical. Il faut peut-être deux petites définitions pour que les gens sachent de quoi on parle. L'hospice, c'est un endroit médicalisé qui est là pour donner des soins palliatifs. Donc, il faut savoir ce que ce sont les soins palliatifs. Exactement. L'hospice, ce n'est pas un endroit spécifiquement pour les personnes âgées, comme on a pu croire. Les gens pensent, on va à l'hospice, on va dans une maison de retraite. Ce n'est pas ça du tout. C'est un endroit médicalisé où on reçoit des soins palliatifs. Qui vient à l'hospice ? Ce sont des malades, des jeunes ou des moins jeunes. Plus de moins jeunes, mais aussi des jeunes qui ont une maladie grave, pour ne pas dire très grave, qui sont en général ou souvent en fin de vie. La fin de vie, ça peut être aussi quelques mois. Elle est définie en Israël comme, en gros, les 6 derniers mois de la vie. Et qui viennent à l'hospice parce qu'ils ont une grosse souffrance. Le but de l'hospice, de l'hospitalisation à l'hospice ou l'hospice à domicile, c'est de traiter la souffrance. Ce n'est pas simplement parce qu'on a une étiquette de cancer ou malade en fin de vie, c'est de traiter la souffrance et d'accompagner le malade et la famille. Alors, c'est un domaine que vous maîtrisez totalement. Vous êtes gériatre, vous avez commencé en gériatrie classique. Aujourd'hui, vous êtes plus spécialisé dans ces soins tout à fait particuliers, il faut bien le comprendre. Alors, c'est très développé en France. Il existe notamment les soins palliatifs à l'hôpital, mais aussi en HAD, en hospitalisation à domicile. On ne sait pas vraiment ce qui existe ici. Voilà. Est-ce que d'abord l'hospice est un établissement avec de nombreux lits ? Est-ce que c'est comment ça s'organise ? Il n'y a pas beaucoup d'hospices qui sont appelés hospices. Il y en a 2. Historiquement, il y en a un à Tel HaShomer, il y a une vingtaine de lits, et un à Arat Sofim, qui a 30 ans maintenant, où il y a 14 lits. Donc les soins palliatifs en Israël sont bien après les soins palliatifs en Europe. Les premiers, c'est l'Angleterre, où il y a des centaines d'endroits de soins palliatifs. Il y a la France, l'Allemagne, l'Italie. En Israël, ça se développe de plus en plus. Il y a surtout plus de soins palliatifs à domicile. Et aussi, on essaye de faire rentrer les soins palliatifs dans tous les endroits médicalisés qui ne sont pas spécialisés comme les hospices en soins palliatifs, mais qui devraient pouvoir donner aussi une partie de soins palliatifs. Alors, c'est fait pour qui en général ? Parce que quand on parle de soins palliatifs, on parle forcément de la mort. Est-ce que ce sont faits pour des malades qui ne veulent pas mourir à la maison, pour qui les familles ne peuvent plus gérer ? Parfois, on arrive après plusieurs années de maladie, ou c'est un choix, c'est quelque chose qui leur est imposé. Comment on arrive dans ces établissements ? Personne n'a envie de venir à l'hospice. D'accord. Mais c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens qui s'intéressent à l'hospice. L'hospice est une occasion. L'occasion de faire que la fin de vie, qui peut être des fois plus longue, ça peut être des jours, ça peut être des semaines, ça peut être aussi des mois, que cette fin de vie ait une certaine qualité, si on peut parler de qualité de fin de vie. Parce qu'on peut aussi avoir une fin de vie pleine de souffrance. Et la souffrance, ça peut être la douleur. On pense toujours à la douleur, mais il y a des choses plus dures que la douleur. Il y a l'étouffement, le suffoquement de fin de vie. Il y a les vomissements de fin de vie. Il y a l'agitation. Il y a l'angoisse. Il y a l'angoisse existentielle. Il y a la dépression. Il y a les problèmes d'agitation, des problèmes de ne pas dormir. Tout ça, c'est la souffrance. Cette souffrance qui est une souffrance du malade, mais aussi une souffrance de la famille, on peut au moins essayer de la gérer, essayer de la diminuer, essayer de la contrôler grâce à des techniques médicales, mais aussi grâce à du soutien psychologique,
qui est important. Et donc, ces deux effets, en travaillant en groupe, médecins, infirmières, assistants sociaux, volontaires, qui est très important, physiothérapeutes, donc permet de donner une meilleure qualité de fin de vie. Et c'est faisable. C'est pas assez connu, mais ça se fait. Alors, on va rentrer bien sûr plus dans les détails, mais je voudrais d'abord m'attaquer à un espèce de stéréotype, une idée reçue sur les hospices, sur les soins palliatifs. On a souvent l'impression que c'est un mouroir, qu'on arrive là-bas et qu'à peine un médecin, une infirmière va nous approcher, on va nous injecter une dose de morphine et on va finir nos jours voilà, un peu comme ça, forcé, on va dire. Alors c'est bien, parce que si ces quelques minutes-là servent au moins à ce qu'une personne qui nous a écoutés sache que l'hospice, je parle de là où je travaille moi en tout cas, n'est pas un mouroir. Parce que les gens qui viennent ici chez nous, à l'hospice, auraient vécu la même quantité de vie, quel que soit l'endroit. Mais ils ont une possibilité, peut-être, en tout cas on va essayer, que la souffrance soit bien diminuée et peut-être même annulée. C'est ce qu'on aimerait en tout cas. Mais c'est pas. Vous avez des instruments pour mesurer la souffrance ? On a le meilleur instrument, c'est la communication. La communication, c'est ce qui manque le plus. Beaucoup d'endroits médicalisés ont tous les instruments qu'il faut, mais là où il manque la communication, on ne mesure pas la souffrance. Et donc cette souffrance, on va essayer de la mesurer. Ça veut dire que tous les jours, sans exception, on va aller voir le malade, ensemble, c'est médecins, infirmières et assistantes sociales, et on va mesurer avec lui quel est son degré de souffrance sur tous les paramètres dont on a parlé, les paramètres psychologiques, les paramètres de ce qu'il ressent aussi, de ses angoisses, de l'existence, et les paramètres de la souffrance physique, qui peuvent être très importants. On va essayer de traiter. On a beaucoup de médicaments. Alors, médicaments, ça veut dire quoi ? Médicaments, ça veut dire qu'en Israël, on est gâté de façon exceptionnelle sur le nombre de médicaments qui permettent de traiter la souffrance. Par exemple, la morphine, on a des, je dirais presque des dizaines de possibilités de morphine différentes pour traiter la douleur, beaucoup plus que la plupart des pays dans le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais on est très gâté au niveau... Donc on a des possibilités, il faut savoir les utiliser. Oui, parce que les morphines, en fonction de leur composition, c'est supportable ou pas supportable par les patients. Oui, et elles sont différentes. On peut donner la morphine par comprimé, on peut la donner par injection veineuse ou sous-cutanée, ou épidurale. On peut donner des patchs, des patchs de morphine. On peut donner sous la langue, on peut donner en spray. Donc la morphine, il y a beaucoup de possibilités. On peut donner 10 mg ou donner 2000 mg. Bien sûr, en fonction du malade. Et donc, une fois qu'on a acquis ou qu'on essaye de travailler avec des règles, on arrive à diminuer la souffrance. Il ne faut pas croire que c'est idéal et qu'on arrive d'un coup, tout disparaît. Mais on a des possibilités, en tout cas. Il faut l'utiliser, mais... Le cannabis médical aussi, il est chez vous? Le cannabis aussi, mais le cannabis, bien sûr. Le cannabis, Israël est un des pays, sinon le pays qui utilise le plus de cannabis. On nous envie pour ça. Donc, toutes ces possibilités, entre parenthèses à propos de cannabis, il ne faut pas croire que le cannabis, il règle tous les problèmes. Non, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se jettent dessus, en tout cas. Donc, il y a des possibilités, mais pas que les médicaments, aussi le soutien du malade et de la famille, c'est très important. Alors, soutien du malade, très important. D'ailleurs, vous venez de mettre en place un projet, on va dire, social, en tout cas pour ramener de la vie à l'hospice. Et ça, c'est tout à votre honneur. Je crois que c'est vous qui l'avez mis en place. Ça s'appelle Motek Shel Café. Motek Shel Café, je ne l'ai pas mis en place tout seul. Non, mais évidemment, vous avez une équipe, mais en tout cas... On y pense. En fait, le concept, c'est comme ça. Les malades qui sont chez nous, qui sont des malades durs, des fois plus, des fois moins, des fois il reste aussi des semaines et des mois, mais des fois très peu de temps. Ces malades ont du mal à aller là où la vie bouillonnent. Ils se sentent exclus de tout ça. Ils sont exclus. Mais par leur frein physique et leur douleur, c'est sûr. Et leur douleur. Donc on a pensé peut-être amener de la vie à l'hospice. Et ça paraît paradoxal, les mouroirs, ça c'est pas du tout un mouroir. Ce Motek Shel Café, c'est ce qu'on a avec des amis, je peux dire, qui travaillent dans le high-tech, qui n'ont rien à voir avec ni l'hospice. Ils voulaient donner quelque chose aux malades. Et ils sont venus une fois à Purim, et puis ils ont formé un groupe
qui deviennent Donc tous les mois, aujourd'hui. une fois par mois, depuis 1 an, ça fait 1 an exactement, ils deviennent serveurs. Ils sont serveurs avec l'habit de serveur, des machines à café. Ils ont un ami professionnel de musique qui vient tout tout gratuitement, bien entendu. On a aussi une femme dont on avait soigné le mari et qui nous donne tous les mois une certaine somme pour acheter des très bons gâteaux. Je ne ferai pas de publicité sur le gâteau français, apparemment. Gâteau français, très bon gâteau, je ne veux pas faire d'histoire. Et donc, on a ce jour-là, qui est prévu à l'avance, les familles viennent, les malades. Alors, comment vous faites avec des malades qui sont alités depuis des semaines? On a les lits, on fait descendre les malades avec leurs lits, ceux qui ont un minimum de conscience. En chaise roulante, des fois, il y en a qui marchent. Et tout ce monde-là, va revivre pendant 1h30 avec les gens qui travaillent, qui s'assoient aussi, qui deviennent des consommateurs, et on commande notre café, notre gâteau, et surtout, on chante, on danse. Ensemble. On danse. J'ai pas mis des photos aussi pour ne pas... parce que c'est des gens, on ne veut pas toujours montrer et tout ça, mais on danse avec les malades, on chante avec les malades, on peut danser... On peut danser avec fauteuil roulant, presque avec les lits, pour Purim, aux fêtes. Et donc, une fois par mois, on fait ça et les gens attendent, les gens qui vivent. C'est une vision quand même très juive de la vie. Ça veut dire que la vie, tant que c'est pas fini, c'est là. Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, qui ne viennent pas d'Israël, qui n'ont pas grandi ici, qui débarquent dans ce pays, quand on parle de soins palliatifs, en tout cas en Europe, c'est beaucoup plus triste parfois. Oui, je vais quand même dire que la fin de vie, c'est quelque chose de triste. C'est pas forcément quelque chose où la dépression prend le dessus, mais ça peut être très triste. Justement parce que ça peut être très triste, mais qui reste quand même le temps qui reste. Il faut essayer de ramener un peu à la vie. On a la physiothérapie, bien que les gens ne marchent pas la plupart du temps, mais ils veulent. Les gens se raccrochent à la vie et au fonctionnement jusqu'au dernier moment. Alors, il y a ceux, bien évidemment, Dany, qui se raccrochent à la vie, mais il y a aussi ceux qui veulent quitter ce monde parce qu'ils souffrent trop, parce que c'est trop dur, parce qu'ils ne voient plus d'intérêt. Donc, vous êtes confrontés à toutes les questions qui touchent à l'euthanasie, j'imagine. Comment vous gérez ça? La phrase clé, qu'on entend assez souvent. En français, ce serait « tuez-moi, docteur ». L'euthanasie, on peut dire ce qui se passe en Israël. L'euthanasie est interdite en Israël. Elle est interdite en Israël aussi parce qu'elle est interdite dans la loi juive, mais pas que. C'est une question de loi à la Knesset. Et donc, il n'y a pas d'euthanasie en Israël à tous les niveaux, de façon très claire. Par contre, on peut aider le malade sans faire d'euthanasie. On peut l'aider à moins souffrir. Et c'est ce qu'on apporte un petit peu. Quelqu'un qui voudrait aller en Suisse, qui a une maladie très grave et qui souffre de douleur, par exemple, cette personne, si on l'aide à moins souffrir, il y a une possibilité, quelque part, qu'elle accepte de ne pas aller sur le chemin de l'euthanasie. Et on le voit très souvent. Maintenant, si quelqu'un veut vraiment... Nous, on n'est pas là pour juger si quelqu'un veut, mais nous, on ne peut pas le faire, on n'a pas le droit de le faire. Et puis, on n'a pas envie de le faire, on a envie d'aider les malades. À vivre, malgré tout. À vivre le temps qu'ils ont à vivre. Dans les meilleures conditions possibles. À l'hospice, on ne rallonge pas la vie. Il n'y a pas de machine de respiration artificielle, il n'y a pas d'électrochoc, il n'y a pas de tube. Mais... on donne du sang s'il y a besoin, on donne des antibiotiques s'il y a besoin, on donne des liquides s'il y a besoin. On essaie de ne pas rentrer des tubes pour augmenter la vie de façon artificielle. Mais le temps qu'il y a à vivre, on va essayer d'utiliser le mieux possible. Et en essayant aussi d'un apport humain du groupe soignant qui permettra de faire en sorte que ce dernier moment, qui peut être long, ça soit un moment qui est quelque chose un peu d'intime, de familial, où on est ensemble. C'est l'accompagnement, en fait. Alors, il y a un soin qui est très peu connu, c'est la sédation palliative. Est-ce que ça existe d'abord en Israël? Est-ce que ça existe chez vous? Et qu'est-ce que ça représente? La sédation palliative, c'est en fait, d'abord, c'est permis, et par la loi, et par ce qu'on dirait la loi juive aussi, mais les conditions sont très strictes. Ce que ça veut dire sédation palliative, on va endormir un malade en fin de vie qui est dans les dernières heures ou les derniers jours de sa vie.
Pas un malade qui continue, qui marche, qui est truc et qui en aurait marre de la vie. On parle des malades vraiment en fin de vie et qui souffrent trop malgré tous les soins palliatifs qu'on lui aurait donnés. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'on peut dire, ah non, j'ai plus rien à faire, il te reste 2 jours à vivre, j'ai rien à faire, tu vas mourir étouffé, ou alors va en Suisse, ou alors on va dire, je vais essayer de te donner des médicaments dont les gens ont très peur. Donner de la morphine, donner quelque chose qui endort, mais ça peut être une demande Alors quoi, du malade. Vous endormez complètement le patient ? Il arrive des fois on endort complètement, ou on endort... Comme s'il était sous anesthésie ? Comme s'il est sous anesthésie, endormi complètement ou en partie, ou pour un certain temps de sa grosse souffrance. C'est fait parce qu'il est dans les derniers jours de la vie, parce qu'il souffre trop et qu'on ne veut pas qu'il meure comme ça. Ces dernières images qui sont les images les plus difficiles même pour la famille, parce qu'il est d'accord ou la famille est d'accord, et parce qu'on est d'accord, si on a toutes ces conditions, on pourra faire la sédation palliative. Donc c'est quelque chose qui a des conditions très strictes, et ce n'est pas quelque chose qu'on distribue comme ça. Un faible pourcentage, mais c'est encore une possibilité de soins pour les malades qui échapperaient au traitement palliatif. Mais c'est surtout très peu connu. C'est peu connu, mais ça existe. On le fait régulièrement. Alors, on a parlé de l'hospice d'Agnès Azoulay. On a peu parlé de l'hospitalisation à domicile que les Français connaissent bien et qu'ils regrettent de ne pas voir exister ici. Alors, a priori, ça existe, pas tout à fait dans les mêmes conditions qu'en France, puisque ce n'est pas des soins à domicile quotidiens comme les patients peuvent en recevoir. Ce sont des soins hebdomadaires, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que ça existe aussi pour les malades en fin de vie ? Ça existe pour les malades en fin de vie, c'est encore plus important. Parce qu'une personne en fin de vie, où les gens aimeraient mourir à la maison. Tout le monde veut mourir à la maison, la plupart des gens. Et où c'est que les gens meurent ? Pas à l'hôpital. À l'hôpital et pas à la maison. Et cette différence, on peut la combler si on amène énormément de facteurs. Mais ça demande beaucoup de travail. Premièrement, ça demande que la famille veuille, que la famille puisse, qu'elle ait quelqu'un qui soit 24 heures sur 24. Et surtout qu'il y ait des soins à domicile, d'hospice, de soins palliatifs à domicile, où une infirmière 24 heures sur 24 est en communication possible, où il y ait des visites régulières, où tout le traitement de la douleur, de l'insuffisance respiratoire... Vous êtes pour apparemment, parce que vous en parlez avec beaucoup de... Je suis pour parce que c'est la possibilité de quelqu'un qui dit, qui demande, qui supplie des fois, je veux mourir à la maison. Et la famille est dépassée complètement. Si on arrive à apporter, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande une gestion complète de tellement de choses. Mais c'est pris en charge par les copatrolines. C'est pris en charge par les copatrolines, c'est pas suffisamment développé. Il n'y a pas assez d'équipes multi-professionnelles. Ça veut dire qu'il y ait médecins qui comprennent, infirmières qui comprennent, vedettes sociales, mais vous pensez que les Français des professions médicales qui sont en passe de venir en Israël, qui sont déjà peut-être arrivés, est-ce que vous pensez qu'il y a dans ce domaine-là quelque chose à faire, à développer ? Il y a quelque chose à développer, il y a des possibilités de travailler aussi, parce que maintenant, les soins palliatifs sont devenus une obligation dans tous les centres médicaux, les maisons de personnes âgées, les hôpitaux, les copatrolines, obligés d'avoir des groupes, des professionnels. Donc, ça demande des gens qui ont des compétences et peut-être des diplômes. Donc, oui, ça peut... Donc, ça veut dire qu'Israël, en ce moment, est à la recherche de gériatres ? De gériatres ou de gens qui font des soins palliatifs, oui. Parce que ça devient une obligation dans beaucoup d'endroits. Légal, obligatoire. Et donc, ça peut donner... Moi, j'ai été en contact avec certains gens qui veulent venir en Israël, qui ont travaillé dans les soins palliatifs. Il y a des possibilités. Oui, c'est un plus qui peut aider. C'est intéressant de le préciser. Ça ne vous déprime pas, apparemment, non. Mais je vous pose quand même la question, parce que ça doit être... quand même difficile, en tout cas pour nous qui sommes extérieurs, de travailler dans une spécialité pareille. En même temps, vous le faites, vous en parlez avec beaucoup d'humanité. S'il n'y a pas d'humanité, la dépression arrive. Donc, si on arrive dans ce contexte en étant technique, il n'y a rien à faire là-bas. Technique, c'est faire des injections et compter les jours. Et c'est loin d'être ça, les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est justement cet accompagnement, cette intimité qui se crée, qui peut être triste ou difficile, mais pas aboutir à la dépression tant qu'il y a cette intimité. En fait, je dirais... Vous avez l'impression d'aider les gens ? Oui, et on travaille en groupe. C'est pas, bien sûr, vous n'êtes pas quelque seul, chose bien sûr. Qui se fait ensemble. C'est beaucoup plus facile ensemble. C'est comme si d'un coup, il y a un raz-de-marée
d'humanité qui arrive chez une personne, une famille, à la maison ou à l'hospice, et qui permet d'un coup de donner au malade des possibilités que sa vie soit moins dure. Ne croyez pas, je ne veux pas donner l'impression que tout est rose. Et non, pas du tout. C'est vrai qu'il y a un peu de musique et qu'il y a des trucs, mais le jour au jour, il y a des grosses souffrances, il y a des grosses difficultés, il y a des problèmes de fonctionnement interne, de psychologique et tout ça. Donc il y a beaucoup mais on a des possibilités d'aider. Les choses sont très vastes, il y a beaucoup. Donc tant qu'on a envie d'aider, on n'est pas dépressif. Bon, ben alors, apparemment, le prix que vous avez reçu en 2015, j'étais obligée de le signaler quand même pour, ça c'est pas en hébreu, Metsuyanut Enoshit Refuit, c'est un prix d'excellence pour l'humanité dans sa profession, était bien mérité. Voilà, c'était en 2015, c'est pas si loin. On est très, très content d'avoir pu parler d'un sujet pareil, d'avoir expliqué un peu à nos nouveaux arrivés, à ceux qui ne connaissent pas encore, même parfois les anciens ne savent pas qu'il y a aussi des soins palliatifs en Israël. Il n'y a pas encore beaucoup de lits, il faut bien dire, parce que 14 lits à Jérusalem, 20 lits à Tel HaShomer, 20 lits en hospitalisation à domicile, c'est pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de soins à domicile de toutes les coupes Olim. Oui, ça, et ça aussi, c'est moins connu, l'hospitalisation à domicile. Ça existe, donc renseignez-vous si vous avez de la famille qui en a besoin. Ça pourra sûrement changer votre vie, en tout cas l'alléger. Voilà. Exactement. Éviter les allers-retours permanents à l'hôpital. Voilà. En tout cas, on vous souhaite à tous ceux qui en ont besoin, refouach les mains. Merci beaucoup d'être venus et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.